Voici les titres de l'actualité. Tensions avec la Russie. La crise migratoire. L'origine du groupe terroriste État islamique. Commentaires sur la situation géopolitique et économique de la Chine. Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cette édition de mars 2016 du Journal du Bonnet des Patriotes. Depuis notre dernière édition du journal LBDP, la situation entre la Russie et l'Empire américain n'a pas beaucoup évolué. La tentation de faire porter le chapeau à la Russie concernant l'attentat du vol MH17 a échoué. En effet, une enquête avait révélé que les Ukrainiens avaient abattu l'avion de Malaysia Airlines, pensant qu'il s'agissait de l'avion russe présidentiel qui était ce jour-là en déplacement. Une autre enquête dirigée par la Hollande a finalement été classée confidentielle pendant quelques mois. Le résultat de l'enquête a été dévoilé en octobre dernier. L'avion de Malaysia Airlines a bien été abattu par un missile de fabrication russe. Problème, autant l'armée de Kiev que les séparatistes du Donbass en Ukraine utilisent cet arsenal. Ce coup-là ne peut donc plus être joué par l'Empire atlantiste, qui a assez tant bien que mal de mettre cet acte de terrorisme sur le dos de la Russie. Les séparatistes pro-russes seraient responsables du crash du vol MH17 selon un rapport d'enquête cité par CNN. Les enquêteurs néerlandais auraient identifié le type et la trajectoire du missile ainsi que son lieu de lancement. L'appareil avait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine dans une zone contrôlée par les rebelles. Les habitants de la région trouvent encore des débris sur place. C'est une partie de l'avion de la Malaysian Airlines. Le morceau de fuselage est tombé ici. Ça fait 1 an qu'il est là. La Malaisie a avancé l'idée d'un tribunal sous l'égide de l'ONU pour identifier et traduire en justice les responsables de cette catastrophe. Qui a abattu le vol MH17 ? Depuis 1 an, les séparatistes et les militaires ukrainiens se rejettent la responsabilité. Cet ancien leader de la République autoproclamée de Donetsk dit avoir la conscience tranquille. Qu'il y ait un tribunal ou les résultats d'un rapport d'enquête, peu importe. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas à l'origine de la destruction de cet avion. Pour moi, il est évident que les responsables sont du côté ukrainien. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines transportait 298 passagers et membres d'équipage, en majorité des Néerlandais. Une cérémonie aura lieu vendredi aux Pays-Bas, où les drapeaux seront mis en berne. Depuis plusieurs mois, la Russie proposait son aide pour combattre l'État islamique. L'Europe à la merci de l'Amérique ayant toujours refusé la main tendue, la Russie, cette dernière, est donc passée à l'action. La Russie s'est installée tranquillement en Syrie. Bonjour Axel Poniatowski. Bonjour. Est-ce que le conflit syrien est en train de changer de nature avec l'entrée en jeu de la Russie ? Oui, je le pense. Je pense que la Russie va constituer une force d'appoint dans les combats, en particulier dans le combat contre le terrorisme en général, qui va changer les choses. François Hollande a reçu Vladimir Poutine vendredi midi à l'Élysée. Il lui a dit que les frappes devaient viser Daesh et seulement Daesh. Est-ce que c'est une exigence avec laquelle vous êtes d'accord ? Que les frappes visent Daesh, c'est bien évidemment une absolue nécessité. Maintenant, Poutine n'a aucune instruction à recevoir de François Hollande. Et j'estime que sur ce dossier syrien, de sa part, c'est une maladresse supplémentaire. Moi, je suis très frappé de voir que si il y a un dossier en matière de politique étrangère où François Hollande et Laurent Fabius se sont fourvoyés depuis le départ, c'est la Syrie. Ils n'ont cessé d'avoir un train de retard. Depuis l'origine. Et aujourd'hui, tous les appoints, tous les alliés dans la lutte contre le terrorisme islamique de Daesh et de ses alliés, Al-Nusra, etc., sont bons à prendre. Et je pense que l'appoint de la Russie va être un atout considérable dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agissait pour le président Poutine de garantir la sécurité du gouvernement de Bachar el-Assad, garant de la paix dans cette partie du monde. L'armée russe a bien ciblé les ennemis et a bombardé toutes les forces d'opposition rebelles, de l'État islamique Al-Nusra, dernière succursale d'Al-Qaïda, dont les armes proviennent de France et le financement du Qatar.
Le Qatar, qui n'est pas soumis aux sanctions internationales comme l'Iran, pompe davantage dans la réserve que son grand voisin. Et de son côté, la République islamique menace régulièrement de fermer le détroit d'Ormuz par lequel transitent les métalliers qataris. Inacceptable pour Doha qui a bâti sa puissance économique sur les exportations de gaz. Pour contourner l'obstacle, les Qataris se sont donc mis à chercher de nouvelles voies de transit. Et en 2009, Doha imagine un gazoduc terrestre allant du golfe Persique jusqu'à la Turquie. Le pipeline serait passé par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le Qatar décide alors de se rapprocher de Damas. Et en février 2010, l'Émirat signe un pacte de défense avec la Syrie. Mais Bachar el-Assad finit par dire non au pipeline qatari. Il s'est souvenu de son allié russe, dont les intérêts économiques auraient été menacés. En 2011, il signe pour la construction d'un pipeline avec l'Iran et l'Irak, qui s'appelle l'Islamic Gas Pipeline, qui sera relié au South Stream, le gazoduc russe. On comprend mieux, dans ce cas, l'intérêt du Qatar à un changement de régime à Damas. Et ces enjeux peuvent expliquer aussi, en partie, le soutien étonnamment massif offert par le Qatar à la rébellion syrienne. On parle de 3 milliards de dollars pour financer l'armement des rebelles. Il n'a pas fallu longtemps pour que ceux qui financent ces terroristes sortent de l'ombre et viennent se plaindre officiellement des attaques de la Russie contre leurs idiots utiles. Les Américains nous disent, et Fabius aussi d'ailleurs, et le ministre des Affaires étrangères aussi d'ailleurs, qu'ils ne frappent pas Daesh, qu'ils ne frappent pas Daesh, mais qu'ils tapent ailleurs, dans des zones où Daesh n'est pas installé. Il a tapé entre Homa et Homs sur des gens qui sont directement des gens d'Al-Nosra. Comment le savez-vous ? Parce que ça résulte, j'ai même eu un contact avec des Syriens, des Franco-Syriens, ils m'ont dit, mais dans cette région, on sait très bien qu'il y a Al-Nosra. Donc vous accusez notre ministre des Affaires étrangères de faire de la propagande ? Vous savez, je vais vous dire une chose, dans ce domaine-là, méfiez-vous de ce qui est dit officiellement de part et d'autre. Méfiez-vous, parce que vous allez avoir des surprises. Comme ce n'était pas assez, on a ensuite accusé la Russie de faire des frappes sur des civils, incluant des enfants. Notons également que la Russie ne s'est probablement pas engagée dans un conflit pour les beaux yeux de Bachar el-Assad. La Syrie est également à la croisée des chemins de l'hydrocarbure. En 2011, le Qatar a lancé un ultimatum au président syrien Bachar el-Assad pour faire passer le gazoduc Qatar-Turquie sur le territoire syrien. Assad ayant refusé, le Qatar a décidé de s'allier avec l'Iran et l'Irak pour construire un gazoduc amenant le gaz de South Park jusqu'en Méditerranée en direction des marchés européens. La déferlante Tark Firis financée et armée par le Qatar a submergé alors la Syrie. A-t-il un intérêt pour le géant russe Gazprom? Possiblement. Nous, on croit que c'est une crise humanitaire qui est en train de se produire actuellement. Donc, on souhaite, en ce moment, il reste une quarantaine de jours à la campagne électorale. Donc, nous, on considère au Bloc québécois que c'est amplement pour accueillir les 10 000 réfugiés syriens qu'on réclame depuis plusieurs mois. Il y en a seulement quelques-uns qui sont arrivés jusqu'à maintenant. Donc, il est temps qu'on accélère le processus. Puis, le Québec est prêt. Le gouvernement de Philippe Couillard hier a fait une annonce comme quoi on accueillerait à bras ouverts les réfugiés syriens. Les villes sont prêtes. J'entendais le maire de Saguenay tout à l'heure. Couillard lui-même, là? Oui, lui-même. M. Couillard va parrainer une famille. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que même si le gouvernement du Québec veut accueillir les réfugiés syriens, mais on doit attendre après le Canada, puis le Canada nous ralentit. Parce que, bon, au Québec, on n'a pas le total contrôle sur notre politique d'immigration. Les réfugiés sont encore, en fait, administrés par le gouvernement fédéral. Monsieur Couillard, Mme Veil ont annoncé leur plan hier. Mme Veil met de la pression sur Ottawa parce qu'elle dit qu'elle veut de l'aide d'Ottawa. Elle est même prête à envoyer les fonctionnaires du Québec à la place des fonctionnaires fédéraux sur le terrain. On n'a pas de confirmation que les deux ministres se sont parlé. Tout ce qu'on nous a dit à 7h moins 2, c'est que les deux cabinets de ministres se sont parlé sur les mesures à prendre. Fait qu'on peut pas vous dire. Mais alors, petit test. Alors, Madame Veil, vous êtes ministre de l'Immigration à Ottawa. Madame Veil vient vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous prêt à laisser aller les fonctionnaires du Québec sur le terrain pour sélectionner les réfugiés? Mais vous moi, avez la balance du pouvoir, vous autres, là. Oui, en fait, moi, je dirais que si le Québec était un pays, on n'aurait pas à attendre après le gouvernement canadien. À l'heure où des masses de migrants déferlent sur les côtes européennes, notre cher ministre Couillard préconise l'entrée de milliers de réfugiés au Québec, en plus de ceux qui sont déjà arrivés le mois dernier. Il en est de même pour les autres politiciens du Canada, en se comparant tous avec l'Allemagne qui aurait décidé de faire rentrer 800 000 migrants sur son territoire d'ici l'année prochaine. Dans une période d'austérité,
Il devrait être impossible de faire entrer autant de migrants au Québec ou en Allemagne car cela prend des moyens pour accueillir ces gens de façon décente. L'austérité touche tous les secteurs de la société sauf l'immigration. Première escroquerie. Voici ce qu'on voudrait nous faire croire. Premièrement, la guerre perdure au Moyen-Orient à cause de l'État islamique et les migrants sont tous des gens fuyant la guerre. Or, l'État islamique n'est pas la cause mais une conséquence. Deuxièmement, le malheureux petit se noie et atterrit sur une plage européenne et les émotions submergent les dirigeants européens qui décident qu'il est temps de faire rentrer des réfugiés. La vérité est loin d'être aussi belle, mais voici probablement ce qui se passe. On parle tout d'abord d'une ingérence américaine dans la crise des migrants en Europe. On entend aussi des témoignages qui montrent que les migrants sont en majorité des hommes qui ne fuient pas la guerre. Ils seraient bien habillés et auraient de l'argent sur eux. Alors, le rôle des médias est délétère, notamment le rôle des médias allemands. Je prendrai en contrepoint l'exemple d'une petite chaîne suisse qui est allée à la rencontre des migrants, qui a vu des gens en promenade quasiment touristique, qui jetaient des bouteilles d'eau au bord de la route, des bouteilles d'eau pleines, des rations alimentaires pleines. Ces gens sont équipés de téléphones satellites, en tout cas tous sont des téléphones cellulaires, des téléphones normaux. On voit bien que la presse va souligner, surligner les aspects soi-disant humanitaires. Quand il y a une femme, un enfant, un infirme, les caméras se braquent, mais ne montrent pas la réalité. L'immigration qui arrive d'Afrique, j'entendais ce matin sur Radio France Internationale la responsable d'une ONG dévolue à la défense des droits des migrants, c'est 95% de jeunes hommes entre 25 et 30 ans, 95%. Donc les femmes et les femmes enceintes sont rares, mais les caméras se braquent évidemment sur elles. Donc il y a une complaisance de la part de la presse qu'il faut tout à fait dénoncer. Dans l'affaire de l'enfant noyé, l'enfant a été authentiquement noyé, il n'y a pas de trucage, mais on sait que le corps aurait été, je mets un conditionnel, aurait été déplacé pour rendre la photo plus choquante. Les journalistes oublient à cette occasion de nous montrer des photos d'enfants, de nouveau-nés, de jeunes enfants au crâne arraché, dévastés par les bombes américaines en Irak ou par les bombes israéliennes à Gaza. Comment ne pas souligner et dénoncer tout d'un coup cette utilisation, cette manipulation médiatique qui consiste à émouvoir, à sidérer l'opinion alors que on a passé sous silence des drames ou des tragédies. Qui donc finance tout cela? Depuis, les passages de l'Afrique à l'Europe coûtent relativement cher. D'où vont-ils chercher ces 5 000 ou 8 000 euros pour payer les passeurs? 60 personnes se serrent sur cette vieille chaloupe. 2 000 euros par adulte, 1 000 euros pour les enfants. La traversée est pénible. Le bruit du moteur écorche les tympans. La fumée et les odeurs de mazout prennent à la gorge. La nuit commence à tomber et sans lumière, le bateau devra naviguer au milieu des cargos. Il est clair que tout cela a un but. Les États-Unis et leurs alliés financent l'État islamique de façon indirecte, créant des vagues de flux migratoires, tout cela dans l'unique but de détruire la nation. Pour les talmudistes, c'est une excellente nouvelle. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et comme si cela n'était pas assez, on favorise l'immigration pour le grand capital, comme va le faire l'Allemagne, dont tous les pro-immigrationnistes prennent l'exemple. Trudeau, par exemple, aimerait faire entrer 25 000 réfugiés au Canada en mentionnant que ce n'est pas grand-chose comparé à l'Allemagne. Voilà où se situe l'escroquerie. Remettons donc les pendules à l'heure. Pourquoi l'Allemagne aurait décidé de faire rentrer 800 000 migrants sur son territoire? Rappelons-nous dans l'article Le racket européen au service de Bilderberg, où notre journaliste Mike Deschamps expose le rapport franco-allemand de l'hiver 2014, fait à la demande des ministres de l'économie Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel. Dans ce rapport, il est recommandé de faire rentrer 300 000 migrants par année. Il faut avouer que c'est tout de même une drôle hasard. Henrik Enderlein de l'Institut Jacques Delors, outil du mondialisme et de Bilderberg, est alors mandaté par Sigmar Gabriel et fait cette recommandation. En moins d'1 an, c'est dans la poche.
Ces migrants qui fuient soi-disant ces guerres seraient pour l'Allemagne une opportunité de faire entrer des migrants économiques. Quoi qu'il en soit, ces rapports prouvent que rien n'arrive par hasard. Bizarrement, aucun média actuel n'a mentionné le rapport avec la crise actuelle, il est pourtant clair qu'il y en a un. Ces migrations permettraient à la politique de faire baisser les salaires et de détruire tranquillement le nationalisme. On peut aussi craindre l'arrivée des soldats de Daesh. Selon le BuzzFeed News, plus de 4000 combattants de l'organisation terroriste État islamique avaient l'intention de pénétrer en Europe en tant que réfugiés. Info ou intox? Quoi qu'il en soit, dans ce cas de masse migratoire, tout est possible. Les attentats du mois de novembre à Paris l'ont prouvé. Certains des terroristes étaient entrés comme réfugiés. ISIS, État islamique, Daesh, nous entendons souvent ces noms-là dans les médias. Ils évoquent des scènes de torture et de meurtre et frappent notre imaginaire d'une manière aussi vivide que les films des meilleurs scénaristes hollywoodiens. Mais qui sont ces barbus super-héros de la terreur? Ces géants de 7 pieds de hauteur, ces assassins décapiteurs, ces combattants cocaïnés d'Allah qui mangent du foie humain entre deux tweets ou une publication Facebook. Le bonnet des patriotes est heureux de vous présenter une démystification de la nébuleuse terroriste. Avant de commencer, rappelons-nous de la première fois que nous avons entendu parler. Revenons à l'été 2014. Avant ce moment, les médias dominants ne parlaient du front Al-Nosra, d'Al-Qaïda, de l'armée syrienne libre et en moindre mesure d'autres factions, qui combattaient le gouvernement légitime syrien, et qui parfois se battaient entre eux. À ce moment, les combats en Syrie faisaient rage depuis 2 ans et demi. Les États-Unis et leurs alliés canadiens, britanniques, français et autres voulaient littéralement tuer le président Bachar al-Assad, comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein et Muammar el-Kadhafi. Donc, ils échouaient depuis plus de 2 ans dans leurs efforts de démembrement du gouvernement. Cette cuisante humiliation dans la politique externe de Barack Obama et ses amis vient du fait que Vladimir Poutine et la Russie les ont habilement déjoués. Considérons le terrorisme islamique de la bouche des Américains. Écoutons en premier ce clip de Hillary Clinton qui témoigne en commission au Congrès américain que les Américains ont inventé Al-Qaïda et importé les Moudjahidines d'un peu partout au Moyen-Orient, ainsi que le wahhabisme de l'Arabie saoudite afin de combattre les Soviétiques. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. Ensuite, écoutons le sénateur américain John McCain qui répond à une question sur Fox News. Le journaliste le confronte sur un propos du politicien Ron Paul qui prétendait que les armes fournies aux autres milices dites modérées finissaient entre les mains de ISIS. McCain répond que Ron Paul n'a jamais été en Syrie et jamais rencontré ces gens, qu'il ne les connaît pas. Look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these people? No. We're going to have a fight because it's patently false. This is the same Rand Paul that said we didn't want to have anything to do with anything to do in the Middle East, by the way. I don't want to get in a fight with him at all. Yeah. But it's not true. I know these people. I'm in contact with them all the time. John McCain, il s'en vante lui-même, connaît bien ces gens et les a rencontrés assez régulièrement. Ça rappelle un peu Donald Rumsfeld qui rencontrait Saddam Hussein lorsqu'il voulait que l'Irak attaque l'Iran. Eux-mêmes sont fiers de la manière qu'ils créent des ennemis pour perpétuer leur guerre afin d'envoyer les soldats dans des endroits auxquels ils n'ont absolument aucun droit de s'impliquer militairement. Ceci dit, selon Joe Biden, qui parlait à la Harvard University Kennedy School of Government, l'État islamique serait l'invention de 3 pays qui apportent chacun quelque chose. Soit l'Arabie saoudite qui donne l'argent, la Turquie qui met à sa disposition la logistique ainsi que ses 4000 km de frontières avec la Syrie, et finalement les Émirats arabes unis qui apportent aussi de l'argent et du soutien politique. Joe Biden affirme que tous ces pays voulaient tellement détrôner le président Bachar al-Assad qu'ils ont financé Al-Qaïda et surtout le front Al-Nosra, et qui est une branche d'Al-Qaïda. Voilà le frère siamois, l'alter ego de l'État islamique, d'où une large partie des combattants viendrait. Joe Biden a dit la vérité, mais avec l'habilité d'un politicien bien accompli. Il ne mentionne pas que et l'Arabie saoudite et la Turquie et les Émirats arabes unis sont tous des amis inconditionnels des États-Unis
Ils ne font qu'agir comme des vassaux exécutant les ordres de leur maître. L'État islamique n'a pas été inventé, mais plutôt assemblé et rebaptisé. La force de l'État islamique que nous connaissons maintenant est un genre de ramassis de plusieurs mercenaires, agents doubles, miliciens désœuvrés, jeunes manipulés bien sûr, et combattants venant d'autres conflits au Moyen-Orient et en Afrique, et c'est quelque chose que les États-Unis et la Grande-Bretagne développent depuis des années. Souvenez-vous que les manœuvres occidentales pour déstabiliser la Syrie n'ont pas fonctionné à cause de l'implication des Russes. C'était pareil en Irak quelques années plus tôt. Les Américains ne l'avaient pas facile et n'arrivaient pas à gagner. Sous la direction du général Petros, ils ont même commencé à fomenter une guerre entre les chiites et les sunnites. Ceci devait faire baisser la pression sur les forces d'occupation occidentales. Les Américains ont choisi d'aider les sunnites. Il faut remonter au slogan des Shawar, un mot arabe qui veut dire réveil. En anglais, on parle du Anbar Awakening ou le réveil Anbar, ou le réveil sunnite, car il s'agissait des miliciens irakiens sunnites créés par le cheikh Ahmed Abou Rishar et financés par l'armée américaine depuis 2006. Suite à la guerre en Irak, il y restait cette force de gens qui demeuraient prêts à se battre. En 2008-2009, il était devenu évident qu'il existait depuis une masse critique de combattants prêts à être utilisés. Les Américains n'allaient pas gaspiller cela. Par plusieurs chemins, beaucoup de ces gens se sont retrouvés en Libye. Ce sont les fameuses forces rebelles, dites libyennes, qui ont été envoyées contre Kadhafi. Une fois qu'elles ont fait leur besogne de destruction et d'assassinat en Libye, ils ont eu des transports aériens entre Benghazi en Libye jusqu'à Incirlik en Turquie. Incirlik est le lieu d'une des bases des forces aériennes américaines. C'est donc aussi une base de l'OTAN. Il y a aussi des transports maritimes de ces miliciens entre Benghazi et le port précédemment connu du nom d'Alexandrette. C'est le sud-ouest de la Turquie. Alors beaucoup de ces terroristes arrivaient par bateau de la Libye. Ils ont été logés pour quelque temps dans des hôtels turcs et étaient ensuite envoyés outre frontière en Syrie pour devenir nos fameuses forces rebelles syriennes. Ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse ici. Puisqu'on parle de Benghazi et de la Turquie, les deux grands centres du terrorisme de ces dernières années. Benghazi est la ville du fameux incident d'assassinat de l'ambassadeur américain John Christopher Stevens. Lors de sa dernière rencontre officielle, durant laquelle il a été capturé et tué, il discutait avec le consul turc à Benghazi. Ça fait un joli tableau. Un ambassadeur américain qui discute avec un consul turc dans la ville où on apprend des assassins libyens pour les envoyer en Turquie. Fin de parenthèse. C'est justement ces fameux escouades syriens de la mort que l'historien Webster Tarbley dénonçait sur la chaîne Russia Today en novembre 2011. Il a presque 4 ans. Ce n'était pas une rébellion légitime des Syriens, mais des assassins qui venaient de l'extérieur pour massacrer femmes et enfants. Aujourd'hui, nos médias nous parlent beaucoup du commerce des femmes et de l'esclavage sexuel de l'État islamique. Mais lorsqu'on a un peu de recul, on voit que l'idée d'une force monstrueuse qui tue et abuse des femmes et enfants en Syrie n'est pas nouvelle, ça remonte à 2011. On peut voir comment ces gens ont été bougés d'un pays à l'autre comme des pièces sur un échiquier. Ce qui est intéressant est que, à un moment donné dans le conflit syrien, quand les combats contre le président Assad devenaient trop difficiles parce que des vrais combattants professionnels d'Hezbollah étaient venus à son aide, il y a eu un pacte entre les rebelles terroristes en Syrie. Certains ont continué à combattre l'armée du président Assad, mais l'État islamique s'est dérobé des combats pour aller au fin fond de la Syrie, au nord-est aussi nord-est qu'il le pouvait pour y occuper ce territoire. L'État islamique ne veut pas se battre contre Assad. C'est bien trop dangereux. Il veut occuper un territoire et commettre des atrocités contre des civils, instaurer la charia et imposer sa loi rétrograde. Maintenant, il faut expliquer comment l'État islamique a pu mettre la main sur toutes leurs armes, jeeps et tanks, alors qu'il existe des embargos militaires en Syrie. À un moment donné, une bonne partie de ce monde-là est partie en Irak. C'est là que les officiers irakiens ont été soudoyés avec de l'argent de l'Arabie Saoudite. Selon tous les témoignages sur cette question, les officiers irakiens et les soldats se sont enfuis à la vue des militants de l'État islamique, abandonnant leur équipement. Et c'est comme ça que les groupes terroristes État islamique a pu mettre la main sur des engins d'artillerie, des Cruise Toyota et des centaines de tanks Abrams, et de toute la nouvelle machinerie de guerre que les Américains avaient vendue à la nouvelle armée irakienne. Cela va en plein dans le sens de la tradition de la corruption des officiers irakiens. Comme les Américains avaient fait durant la première guerre du Golfe sous George Bush père et durant la guerre de 2003 avec Bush fils. Et cela explique comment un groupe terroriste qui ne se bat
jamais contre des civils, peut avoir les équipements américains les plus neufs sans que les États-Unis n'aient à transiger directement avec eux. D'ailleurs, il paraît que les États-Unis ne leur envoient même pas des bombes, car après plusieurs mois de frappes aériennes, ils ne ont presque pas tués. Ça prendrait peut-être plus de femmes kurdes sur le terrain, au moins ces valeureuses combattantes sont capables d'en tuer. On peut aussi espérer que les Russes, et il paraît les Chinois maintenant, pourront livrer sur leur promesse de détruire cette force maléfique nommée État islamique, car il serait bien d'en finir avec ce golem américain. Rubrique de la politique externe et interne. Le président chinois Xi Jinping vient de passer une semaine aux États-Unis dans un blitz de relations publiques et dans l'objectif de rassurer les gens d'affaires et les politiciens. Il est passé aux Nations Unies pour promettre 2 milliards de dollars pour combattre la pauvreté, notamment en Afrique, et a durant toute la semaine discuté d'une longue liste d'irritants à régler, tels que les réformes économiques, les cyberattaques, le droit de l'homme, l'espionnage commercial et vol de propriété intellectuelle. Il a tenu à assurer les 150 PDG dignitaires que la Chine ne manipulerait pas sa devise pour stimuler les exportations discriminées entre les entreprises étrangères. Une photo remarquable a été prise au Forum de l'industrie Internet à Seattle. On dirait un groupe d'écoliers dans une photo de classe. On peut y voir Mark Zuckerberg de Facebook, John Chambers de Cisco, Jack Ma de Alibaba, Ginny Rometty de IBM, Satya Nadella de Microsoft, Tim Cook d'Apple et bien d'autres, avec Xi Jinping. Mais tandis que le président chinois prenait des photos avec ses PDG fin septembre 2015, son premier ministre Li Keqiang était déjà très occupé avec ses investigations en Chine. On lui a confié un mandat particulièrement important, celui de mener l'enquête et produire un rapport sur les explosions mortelles ayant eu lieu à Jin le mois dernier. Reportage spécial sur les explosions. Le bonnet des patriotes vous apporte un commentaire assez unique au sujet des explosions, car il existe peu d'informations sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2015. Certes, les explosions impressionnantes du 12 août ont commandé beaucoup d'attention. La première, équivalente à 3 tonnes de TNT, et une deuxième plus puissante, égale à 21 tonnes de TNT, ont tué 65 personnes et blessé plus de 800 autres. Les coûts financiers pourraient s'élever à 3 milliards de dollars américains, selon la multinationale de réassurance Guy Carpentier. Un fonds de 780 millions de dollars a été construit par des promoteurs immobiliers afin de réparer ou reconstruire les 10 000 appartements endommagés ou détruits par les explosions. L'histoire ne s'arrête pas aux pertes humaines et dommages matériels. Le bonnet des patriotes vous rappelle qu'une vaste quantité de zyklon B a été déversée dans l'atmosphère. Selon le New York Times, l'entrepôt qui a explosé à Jiajin contenait 700 tonnes de cyanure de sodium. C'est donc 30 fois la quantité de zyklon B utilisée par les nazis au camp d'Auschwitz. L'explosion au cyanure de sodium a malheureusement été rapidement fatale pour plusieurs victimes de l'explosion. Mais les survenants en souffrent jusqu'à aujourd'hui. Des torrents de pluie produisent une mousse chimique blanche dans les rues, provoquant des éruptions cutanées, irritant la peau et créant des sensations de brûlure dans la gorge des citoyens. Quelques jours suivant les explosions, la ville portuaire, des milliers de poissons échouaient aux plages avoisinantes, causant encore plus de panique. Ceci dit, les explosions de Jiajin ne sont pas uniques. Voici la liste unique dans les médias francophones des 13 autres explosions d'usines chimiques depuis le début de l'année 2015. Le 30 juin, une usine chimique a explosé à Guangdong, Dongcheng. Le 29, dans une usine pétrochimique, a explosé à Changtang, à Erdos. Le 28 juin, dans une autre usine chimique. Le 12 juin 2015, un entrepôt chimique a explosé à Nanjing. Le 25 mai, c'est l'usine chimique de Ganzhou Taipu. Le 18 mai, une explosion chimique à la Dalian Nanyang, à Bengbu. L'usine chimique a explosé le 10 mai. Le 21 avril, dans la zone libre d'échange à Guangzhou, une autre usine chimique a explosé. Les pauvres citoyens de Nanjing avaient subi déjà l'explosion du 21 avril dans leur usine pétrochimique. À Zhangzhou, le 6 avril, une autre explosion chimique. Encore à Jiangsu, le 10 mars, a vu une usine chimique soudainement exploser. L'usine pétrochimique Lihi à Sangdong a explosé le 31 janvier et le 20 janvier au district Wangchang à la ville de Liuwang, une autre explosion d'usine chimique. 2015 a vu un nombre record d'explosions spectaculaires dans les usines chimiques chinoises à une époque où les normes de sécurité sont en train de se resserrer. Passons à la rubrique économique. Au niveau de sa devise monétaire, le RAN
renminbi ou le yuan, la Chine a vécu deux désastres financiers, soit le refus d'accéder aux droits de tirage spéciaux en 2015 et l'effondrement spectaculaire de son marché boursier. Droits de tirage spéciaux. Nous vous rappelons que le Fonds monétaire international a depuis longtemps remplacé l'or dans les grandes transactions internationales avec un panier de devises comme les droits de tirage spéciaux. Ce panier contient des dollars américains, des euros, des yens japonais et des livres britanniques. La monnaie chinoise n'y est pas incluse, même si la Chine est la deuxième plus grosse économie du monde. La Chine aimerait bien stimuler la demande pour sa devise, ça lui permettrait de mieux exporter son inflation, mais le FMI lui refuse depuis des années. Ça fait 7 ans que la Chine a demandé l'inclusion de sa devise, cette demande devrait être acceptée cette année, et encore une fois, a été retardée d'1 an. Il est à prévoir qu'il y aura des refus pour les 7 années à venir. L'évaluation monétaire. Dans la semaine suivant ce refus, la Banque populaire de Chine a évalué sa devise 2 fois en 2 jours pour un total de 3,8%. Cela pourrait vous sembler peu, mais nous vous rappelons que la Chine résiste aux pressions de dévaluer sa devise depuis longtemps. Il est possible que les données d'inflation faible et la pauvre croissance commerciale en juillet aient affecté cette décision. Mais la proximité avec ce nouveau refus du Fonds monétaire international laisse croire à une relation de cause à effet. Achat d'or. Il est aussi possible que la Chine soit punie pour ses achats importants en or. Il est intéressant de noter que la Chine a produit une mise à jour officielle de ses réserves d'or, une première depuis avril 2009. Elle a officiellement augmenté ses réserves de 57% pour arriver à 1600 tonnes. L'agence Bloomberg estime que ce chiffre n'est pas exact et que d'après les transactions d'achat, d'échange et de production, la Chine devrait détenir 3510 tonnes. Cependant, même si le gouvernement chinois, d'habitude très discret, ne dévoile pas tous ses réserves, le simple fait d'avoir indiqué une augmentation massive de ses réserves est d'une importance capitale. Il est d'autant plus intéressant à noter que la Chine a dû attendre à ce que son marché boursier subisse une correction majeure pour révéler la forte augmentation de ses avoirs en or. Elle espère ainsi rassurer les investisseurs chinois qui subissent des pertes majeures alors qu'une bulle boursière éclatait. Mais que s'est-il passé à la bourse chinoise au juste? Après des années de prospérité, les investisseurs internationaux étaient de plus en plus critiques envers le récent ralentissement économique chinois. Il faut dire qu'après glorieuses années, les investisseurs chinois continuent de mettre leurs avoirs en bourse. Intoxiqués par leur rendement passé, une bulle a été créée. Et lorsque la bulle a éclaté le 12 juin, le gouvernement chinois s'est agressivement mis à l'œuvre pour contrôler la crise. Les taux d'intérêt ont été réduits à des records historiques. Les firmes de courtage ont promis ou ont été contraintes de promettre de racheter plusieurs milliards de dollars d'actions. Et les inscriptions de nouvelles compagnies ont été suspendues. Et rien de cela ne semble avoir calmé les investisseurs. Et le ralentissement économique de la Chine peut avoir des conséquences majeures pour le reste du monde. Selon notre analyse, la divulgation des réserves d'or a calmé les investisseurs. Les accords bilatéraux. Si le régime communiste chinois n'est nul dans la gestion de son économie, force est de constater qu'au niveau de la production industrielle, la Chine est imbattable. Oui, cela a été fait avec beaucoup d'endettement, et oui, il y a eu des douleurs de croissance. Des faibles salaires et un manque total de respect pour l'environnement, ils sont pour quelque chose aussi. Ceci dit, la Chine s'est industrialisée à un rythme inégalé. À cela, il faut souligner l'habileté avec laquelle la Chine est en train de se dédollariser. Dans le passé, la plupart des transactions internationales se faisaient en dollars américains, ce qui crée une demande pour les dollars au détriment des autres devises. On peut dire que récemment, la Chine est en train de se faire beaucoup d'amis, en encourageant la création de traités bilatéraux. Il en existe une quinzaine de ces traités avec les grandes puissances économiques du monde. Le plus médiatisé étant l'achat du gaz russe de la compagnie Gazprom en renminbi. La multiplication de ces traités représente une déclaration de guerre économique aux États-Unis. Rubrique guerre et Syrie. Il ne faut pas oublier l'implication de la Chine dans la crise syrienne. Suivant les attaques chimiques de 2013 à Ghouta, une banlieue de Damas, alors que 1500 personnes dont plusieurs enfants suffoquaient sous des bombes chimiques, aujourd'hui et malgré les rapports de sa commissaire Carla Del Bonte, l'Organisation des Nations Unies affirme ne pas avoir le mandat de blâmer aucune partie au conflit, mais admet toutefois que du gaz chimique sarin a été utilisé. À l'époque, Barack Obama et John Kerry voulaient la peau du président Assad, et la mission internationale pour détruire la Syrie a seulement pu être évitée par l'action
concertée de la Chine et de la Russie. 2 ans plus tard, dans les derniers jours de septembre 2015, la Chine envoie des troupes rejoindre les forces russes à Latakie, en Syrie. En date de la rédaction de ce reportage, un cuirassé lance-missiles et un porte-avions mouillaient déjà au port de Tartus. Henry Kissinger et le Nouvel Ordre mondial. Pour finir, nous aimerons mettre en lumière quelques paroles de Henry Kissinger, le stratagème américain, disait dans l'émission de Charlie Rose qu'un partenariat avec la Chine était essentiel et qu'un conflit entre les États-Unis et la Chine épuiserait les deux parties. Il croyait que des exercices tactiques entre les deux superpuissances ne seraient pas concluants et que le nouvel ordre mondial devrait absolument satisfaire les deux protagonistes. Sinon, cela mènerait à des tensions exténuantes pour chacun. Récapitulons tous les éléments présentés lors de cette capsule spéciale sur la Chine, soit les multiples explosions spectaculaires d'usines de production chimique et énergétique en Chine depuis janvier 2015, l'échec de l'accès du Yuan aux droits de tirage spéciaux du FMI, l'éclatement de la bulle boursière chinoise par l'effet des spéculateurs internationaux, la dévaluation monétaire par la Banque centrale chinoise, les importants achats d'or par la Banque centrale chinoise, les multiples accords bilatéraux visant la dédollarisation et l'implication chinoise en Syrie pour stopper l'hégémonie américaine. Un observateur pourrait dire que les fameux exercices statiques de Henry Kissinger ont l'air d'avoir déjà commencé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition du Journal du Bonnet des Patriotes. À bientôt et n'oubliez pas de nous rendre visite au www.lebonnetdespatriotes.net.